Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère surtout que vous allez nous consacrer la prochaine heure à remonter le fleuve du temps pour découvrir à quel point nous étions, nous les peuples noirs, prospères. Et j'insiste, nous étions, nous les peuples noirs, prospères. Je vous rappellerai ou je vous apprendrai au cours de l'émission que littéralement du 7e au 15e siècle, je pèse mes mots, l'Afrique était au même niveau économique en matière de développement, en matière de prospérité que l'Europe. Vous l'avez bien entendu, je reprends. Je dis pendant le Moyen-Âge, donc techniquement du 5e, 7e siècle au 15e, 17e siècle. Vous savez, les historiens ne s'entendent pas toujours sur la manière de périodiser le temps, sur la manière de recouper l'histoire. Donc, pendant le Moyen-Âge, en gros, l'Afrique était précisément au même niveau économique, au même niveau de développement que l'Europe. Ah, vous êtes surpris, parce que ce n'est pas ça qu'on nous apprend à l'école. Napoléon Bonaparte, que j'ai déjà cité, même si je ne l'aime pas, a déjà défini l'histoire comme un tissu de mensonges sur lesquels on s'entend. Et s'agissant de la manière dont on fait l'histoire en Occident, s'agissant de la manière dont on fait l'histoire dans les grands centres de savoir en occidentaux, c'est pas loin de la vérité, ce que Bonaparte a dit. C'est-à-dire, c'est un tissu de mensonges sur lesquels on s'entend. Mais parfois, ce sont des mensonges que l'on choisit à dessein de véhiculer. Parce que quand l'Occident veut justifier sa violence, quand l'Occident veut justifier ses rapines, quand l'Occident veut justifier ses actes de non-droit, mais il faut qu'il imagine une série d'allégations qui sont tout sauf vraies.
Et c'est ainsi donc que pour justifier la fameuse doctrine de la découverte dont j'ai parlé la semaine dernière, l'Occident doit fabriquer une Afrique pauvre, une Afrique désorganisée, une Afrique habitée ou peuplée par des sauvages, des peuples sans civilisation, sans culture, sans organisation étatique, alors que, je reprends, tous les économistes sérieux, je dis bien sérieux, il y en a qui sont des farceurs, il y en a qui font plus de l'idéologie que de la science, mais tous les économistes sérieux qui se penchent sur le Moyen-Âge et qui font de l'économie comparée vont vous dire que l'Afrique était précisément entre le 7e et le 17e siècle au même niveau économique, au même niveau de développement que l'Europe. Et donc, dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain nombre d'empires africains dont vous avez peut-être entendu parler, d'autres dont vous n'avez jamais entendu parler, pour vous montrer que ce n'est pas seulement l'Égypte qui était le centre d'attraction du monde. Je vais revenir ne serait-ce que pendant 2 minutes à l'Égypte, car j'en ai pas encore fini avec l'Égypte. J'ai des choses à vous dire sur l'Égypte. J'ai des choses à vous rappeler sur l'Égypte. Mais retenons dans cette introduction que l'Afrique était au Moyen-Âge, du 7e au 17e siècle, au même niveau économique, au même niveau de prospérité que l'Europe. Et je vous apprendrai que certaines villes africaines étaient à ce point-ci avancées. Je ne parle pas nécessairement du Caire, je ne parle pas seulement d'Alexandrie, je ne parle pas seulement de l'Égypte. Certaines villes africaines étaient à ce point avancées, je pense à Tombouctou, dont je vous ai déjà parlé voilà 2 émissions, que c'était littéralement le haut lieu du savoir du monde. Savez-vous que Tombouctou est qualifié par la National Geographic, vous connaissez cette revue qui est même une émission de télé très écoutée, en tout cas moi j'aime écouter la National Geographic, elle fait souvent cette série d'émissions-là, preuve de sérieux. Savez-vous que la National Geographic qualifie Tombouctou du Moyen-Âge de Paris? Vous entendez ça? Aujourd'hui, Paris s'appelle pompeusement Ville Lumière, c'est une ville de culture, c'est une ville qu'on aime visiter, oui, j'en fais partie, il y a un certain nombre d'attractions à Paris. Eh bien, la ville de Tombouctou, qu'on trouve au Mali, était considérée au Moyen-Âge, et le mot vient de la National Geographic, comme le Paris du Moyen-Âge, parce que c'était un centre culturel si avancé, écoutez bien, qu'on a pu retracer pas moins de 2500 ans européens qui y sont allés pour étudier, qui y sont allés pour s'exposer au savoir des Africains. Et quand on dit savoir, c'est savoir tous azimuts. La métallurgie, l'astronomie, la médecine, la magie, oui bien sûr, détrompez-vous, la magie c'est une science. Moi je vous le dis, en tant que vaudouologue, pour moi le vaudou c'est une science que la science occidentale ne connaît pas encore. Donc oui, on se rendait à Tombouctou pour l'astronomie, pour la médecine, pour l'architecture, mais également pour la magie. Et on a pu retracer l'existence de pas moins de 2500 Européens qui y sont allés pour s'exposer au savoir de la ville de Tombouctou dans l'Empire du Mali, Tombouctou, qualifié par la National Geographic de Paris du Moyen-Âge. Donc, vous notez que l'image d'une Afrique sauvage, l'image de peuplades noires non organisées, et que les Blancs doivent sauver. Vous savez que le Blanc se ment à lui-même, et à force de se mentir à lui-même, il finit par se convaincre qu'il dit la vérité. Le Blanc, l'Européen, le leucoderme s'imagine qu'il a une vocation. Quelle est la vocation? La vocation de sauver l'homme noir. Vraiment.
C'est pourtant nous qui leur avons appris la civilisation, c'est pourtant nous qui leur avons appris la métallurgie, la science des métaux. C'est pourtant nous qui leur avons appris l'architecture, c'est pourtant nous qui leur avons appris les mathématiques. Et je vais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il me faut revenir à l'Égypte, vous faire des citations exactes d'hommes que l'Occident considère comme d'illustres savants. Je pense à des gens comme Platon, je pense à des gens comme Aristote, je pense à des gens comme Pythagore, Cicéron ou d'autres. Et tous, je vais les citer tout à l'heure, disent que c'est l'Égypte qui est le berceau de toutes les sciences. Et ils vont nommer les sciences que eux, ces grands hommes-là, ont apprises en Égypte. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Les Platons sont allés en Égypte, pas pour quelques mois là. Les Aristote, les Socrate, quelques-uns d'entre eux ont passé jusqu'à 22 ans, d'autres 28 ans en Égypte. Ils ont été dans les temples égyptiens. Pour quelle raison? Parce que les temples, c'était les hauts lieux du savoir. Un prêtre africain, c'est pas quelqu'un qui vendait du vent comme nos pasteurs ou les prêtres d'aujourd'hui. Les prêtres, c'était de véritables érudits. C'est des gens qui détenaient des sciences, des savoirs, qu'il n'était pas donné à tout le monde, n'est-ce pas, de maîtriser. Et nos ancêtres, dans les temples, transmettaient ces savoirs-là à d'autres. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand ces Occidentaux sont arrivés chez nous, je pense à des Platons, à des Socrates, à des Aristote, à des Pythagore, pour avoir accès à nos savoirs, ils devaient arriver avec des lettres de référence. Vous comprenez cela? Parce que nos ancêtres étaient assez prudents dans la transmission des savoirs, car il y a des savoirs qu'on ne peut pas livrer à n'importe quel esprit. Et quand un occidental arrivait chez nous, dans un temple égyptien exemple, il devait arriver avec une lettre de référence, une lettre disant que lui, il a été recommandé par tel autre qui est venu chez vous, qui a étudié avec vous et qui estime que lui est digne de recevoir ce savoir que vous détenez. Donc, vous réalisez, les amis, que nous sommes loin de cette Afrique sauvage, de cette Afrique inculte, si tant est vrai qu'on puisse parler de personnes incultes. Donc, nous sommes loin de ces tissus de mensonges-là que l'Occident, n'est-ce pas, n'arrête pas de diffuser, même dans ses soi-disant centres de savoir. Savez-vous que tous les grands dirigeants du monde occidental ont toujours eu pour rêve de se rendre en Afrique, ont toujours eu pour rêve de se rendre, n'est-ce pas, en Égypte notamment. Je parle d'Alexandre le Grand, entre autres. Je parle de Ptolémée qui va s'y installer. Je parle de César. Je parle, n'est-ce pas, d'autres empereurs, Auguste, n'est-ce pas, romains. Mais tout récemment, tout près de nous, je parle d'un gars comme Napoléon Bonaparte, qui, avant d'être empereur, était, comme vous le savez, n'est-ce pas, militaire, jouissant d'un certain renom. Eh bien, on l'a envoyé en Égypte. Donc, il a lancé ce qu'on appelle l'expédition égyptienne. Et lorsqu'il a organisé cette expédition égyptienne, il y a envoyé les plus grands savants français. Il y a envoyé des dessinateurs qui devaient dessiner tout ce qu'ils voyaient là-bas. Et les gens revenaient vers Bonaparte en disant, écoutez,
c'est la plus grande civilisation de tous les temps. C'est la plus grande civilisation qu'aucun humain n'ait créée. La mauvaise nouvelle pour Bonaparte, c'est que ces gens-là étaient noirs. Ces gens qui ont fait ces grandes civilisations-là avaient des traits négroïdes, c'est-à-dire qu'ils avaient le nez écrasé comme moi, qu'ils avaient de grosses lèvres comme moi. Et ça a été un cauchemar pour Bonaparte. Quand il commandait alors, il a demandé qu'on détruise, qu'on écrase les nez, qu'on détruise les lèvres de ces statues, de telle sorte que le monde, ou la postérité, ou les générations à venir, ne sachent pas que ces civilisations si avancées étaient des civilisations négroïdes. Pour quelle raison? Parce que l'occidental, pour justifier ses vols, pour justifier ses exploitations, pour justifier sa violence, doit raconter un tissu de mensonges qu'il va faire passer pour science, en sorte qu'aujourd'hui, on va vous parler d'une Afrique précolombienne sauvage. C'est comme si l'histoire africaine commence avec Christophe Colomb. Donc il y a un avant Christophe Colomb, qui est une Afrique sauvage, et un après Christophe Colomb, c'est le moment où l'occidental va apporter la civilisation au peuple noir. Quel mensonge, quelle perversion. Et mon rôle en tant qu'historien, c'est de rétablir avec d'autres la vérité. Je vous ai parlé la semaine dernière d'un certain nombre de savants africains auxquels je me dois. J'ai parlé de Cheikh Anta Diop, j'ai parlé du professeur Théophile Obenga qui vit encore, et c'était son anniversaire dimanche dernier. Quelqu'un de sa famille, après avoir écouté mon émission dimanche dernier, m'a écrit pour me dire « Ah, son papa était tout heureux, c'était son anniversaire ». Je pense qu'il s'approche des 90 ans. C'est un monsieur encore très vif d'esprit. Je lui souhaite donc 8 jours plus tard, joyeux anniversaire. Et aujourd'hui, je vais me référer à un autre bel ouvrage réalisé par un frère africain qui vit au Canada, qui enseigne l'histoire africaine et qui s'appelle justement Amadou Ba. Lui, c'est un spécialiste de l'histoire coloniale africaine. Il a écrit un petit bijou de livre dont je vous recommande la lecture. C'est l'Afrique des grands empires, du 7e au 17e siècle. Donc, je vais me référer à ces deux grands auteurs aujourd'hui pour la présentation de mon émission. Alors, toute une émission, me direz-vous. Sauf que Marcus Garvey, que j'ai déjà cité, nous a mis en garde. Marcus Garvey a dit « Il ne faut jamais abandonner une île pour un continent ». Donc, pendant qu'on parle de chaque pays noir, il faut se rappeler le continent mère, l'Afrique. Mais il ne faut pas faire l'autre extrême non plus. Il ne faut jamais abandonner l'île pour le continent. Donc, il faut faire les deux. Et puisque je dois faire les deux, je dois dire un mot sur le 39e anniversaire de la chute de Jean-Claude Duvalier, un 7 février 86. Dernièrement, c'était le 7 février 2025. Je pense que c'était, quel jour déjà? C'était mercredi. Et j'étais triste. Je réalise à quel point l'histoire d'Haïti, depuis que nos ancêtres ont fait l'épopée de 1804, l'histoire d'Haïti, je l'ai déjà dit et je vais le redire aujourd'hui, c'est une suite d'événements manqués. 39 ans depuis le départ de Jean-Claude Duvalier. 39 ans depuis la fin des 29 années de règne des Duvaliers. Je vous pose la question, quel progrès avons-nous fait? Je vous pose la question, quel est le bilan de ces 39 années de régime post-duvalérien? Je lis tout le monde, surtout ceux qui racontent l'histoire. J'ai un goût particulier pour l'histoire des formations, me direz-vous. Et il y a un ancien ministre de Duvalier, Gillot, n'est-ce pas, qui était ministre sous Duvalier et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages qu'il appelle Au gré de la mémoire. Au gré de la mémoire François Duvalier, au gré de la mémoire Jean-Claude Duvalier, avec des sous-titres, au gré de la mémoire
Gariconi, Au gré de la mémoire, Leslie Maniga. Donc j'ai toute cette série-là. Bon, évidemment, on ne prend pas pour du cash ce que Gillot écrit, mais il nous a lancé dans son dernier livre un défi. Il est parti, c'était comme sa dernière flèche là, avant de nous quitter. Il a dit, qu'on soit pro ou contre Duvalier, il n'en demeure que plus de 30 ans après la chute des Duvalier, toutes les institutions dont les Haïtiens peuvent encore se targuer viennent de l'époque de François Duvalier. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Ça, si on a l'intégrité intellectuelle, si on se soumet à la brutalité des faits, si on accepte les diagnostics crus, qu'ils soient beaux à entendre ou qu'ils nous fassent pleurer, on n'a pas le choix que de dire qu'il a raison, docteur Gillot. On peut être contre ou pour François Duvalier, on peut être contre ou pour Jean-Claude Duvalier, mais il n'en demeure que depuis 39 ans que les Duvalier sont partis, les rares institutions qu'il nous reste viennent de l'époque des Duvalier. En sorte qu'en 39 ans, il y a lieu de se demander, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, nos dirigeants? Ils ont passé 29 ans à réclamer le départ de Duvalier, ils ont passé 29 ans à crier sur tous les toits que Haïti est dirigé par un tyran, père et fils. Mais depuis 39 ans qu'ils sont là, nous devons reconnaître que ceux qui nous ont dirigés, en 39 ans, ils ont tous fait un certain nombre de démonstrations. La première, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. Aujourd'hui encore. Vous regardez les 9 neuvièmes de présidents qui sont au sein du CPT, aucun d'entre eux n'était prêt. Aucun. Et pourtant, c'est des gens qui sont là depuis au moins 30 ans sur le pavé, sur le macadam, et qui attendaient leur tour pour diriger le pays. Après 8 ans maintenant, après 8 mois maintenant, je pense que vous conviendrez avec moi qu'aucun de ces 9 neuvièmes de présidents n'était prêt. Aucun d'entre eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. L'autre démonstration que nos dirigeants ont faite pendant les 39 dernières années, c'est qu'ils ont une éthique élastique. Ils ont dénoncé les Duvalier pour des actes de corruption, et c'est vrai. Les deux régimes de Duvalier, c'était des régimes corrompus, c'était des régimes qui détournaient des fonds publics vers des cassettes personnelles, vers des comptes particuliers. Mais les 39 dernières années sont là pour prouver que les Duvalier, à bien des égards, c'était des anges en matière de corruption. Si vous comparez, exemple, ce que les Duvalieristes ont volé à ce que les Laurent Lamotte et les Michel Martelly ont volé, en vérité, les Duvalier sont de petits voleurs quand même, des criminels. Mais comparé aux Lamotte, comparé aux Martelly, eh bien les ministres de Duvalier, c'était de petits voleurs. Les ministres de Duvalier faisaient des larcins, comparé à ce que ceux qui ont succédé à Duvalier ont volé. Donc la deuxième démonstration que nous avons faite en 39 ans, c'est qu'il semble y avoir un chromosome qu'on appelle chromosome de corruption chez le politicien haïtien.
Et les 9 dirigeants qu'on a là ne font pas exception, hein. Ce sont des voleurs. Je dis bien, ils sont tous des voleurs. Vous dites, ah oui, mais j'exagère. Non, j'exagère pas. Je vais vous le dire. Si je suis payé pour une job que je ne fais pas, par euphémisme, je peux dire, je fais de la corruption, mais le vrai mot, je vole. Si vous me payez pour une job que je ne vous fournis pas, c'est que je vole votre argent. Alors, les 9/9 de président, ils sont payés pour assurer la sécurité. Ils sont payés pour assurer un certain service de renseignement. Ils sont payés pour chasser les terroristes, les bandits. Qu'est-ce qu'ils font? Rien de tout cela. Ils ont des traiteurs. Ils boivent du vin très cher. Ils volent l'argent qui est prévu dans le budget pour les services de renseignement. Ils se le donnent à eux-mêmes. Ils détournent les services de sécurité, les quelques policiers qui sont déjà en nombre insuffisant, eh bien, ils s'attachent, ces policiers-là, à leur service à eux. En sorte que quand vous les regardez, ils sont tous des voleurs. C'est vrai que j'avais vilipendé les 3 qui ont été pris les culottes baissées, là. Je parle de Gérald Gilles, je parle d'Emmanuel Vertiller, je parle d'Antoine, comment il s'appelle? C'était, en tout cas, l'autre là, celui de Aidé, d'accord? Smith Augustin, tenez. Antoine, c'est un ministre de l'Éducation. Smith Augustin, c'est 3 voleurs. Mais ils ne sont pas pires que les 6 autres. Précisément parce que les 6 autres les soutiennent. Vous avez entendu Leslie Voltaire dire sur la chaîne de télévision française qu'ils n'ont pas, que le CPT n'a pas de provision légale pour renvoyer les 3 voleurs. Mais il ne s'agit pas de provision légale. Le CPT n'a pas de provision légale non plus pour être à la tête du pays. Quel article de la Constitution prévoit qu'il y aurait un conseil présidentiel de transition de 9 membres? Donc quand un gars comme Leslie Voltaire vous dit ça, c'est qu'il est en train de vous baiser, il est en train de vous enfumer. Pour quelle raison? Il a besoin de l'appui de ces 3 voleurs pour rester au pouvoir. Or, si vous avez besoin de l'appui de 3 voleurs pour rester au pouvoir, mais vous êtes complice de leur vol, donc ils sont tous des voleurs. Ils sont tous des voleurs précisément parce qu'ils sont payés pour une job qu'ils ne font pas. Et donc, c'est la deuxième démonstration qu'on fait en 39 ans, c'est que la première, on n'est pas prêt pour le pouvoir, hein, aucun d'entre eux n'est prêt. Vous avez passé 39 ans à dire Duvalier doit partir, mais une fois parti, vous êtes tous des amateurs, des dilettantes. La deuxième démonstration, c'est que vous êtes tous des corrompus. Il y a ce chromosome de corruption en vous. Et une troisième démonstration qu'on a faite, c'est que les dirigeants n'ont aucun souci pour l'avancement d'Haïti, aucun souci pour l'amélioration de la population. Chaque dirigeant, à quelques exceptions près, chaque dirigeant qui parvient au pouvoir, les amis, il n'a qu'un seul souci, réargenter son compte pour qu'il ne se retrouve plus dans la pauvreté. Au fait, j'ai mon ami le professeur Saint-Paul là, qui enseigne à New York, et que j'ai déjà reçu à mon émission, qui a développé en tant que sociologue la théorie du ventre. Chaque dirigeant qui parvient au pouvoir en Haïti a une seule préoccupation, que son ventre ne soit pas vide, que sa panse grossisse. Et donc, il va détourner, il va voler, il va placer des amis au pouvoir, qu'il va rançonner comme les barbecues, comme les ISO. Les politiciens sont les premiers à rançonner. Ils vont placer telle femme dans tel consulat, ils vont placer tel homme dans telle agence gouvernementale, dans telle douane, pour que cette personne-là lui apporte à son tour de l'argent. Voilà ce qu'on a fait comme démonstration en 39 ans. Et s'il est un acquis depuis 39 ans, c'est le droit de parler. Tout le monde parle. Mais quand tout le monde parle et que personne n'écoute, ça s'appelle de la cacophonie. Et cet acquis-là, qui consiste à pouvoir dire tout ce qu'on pense, il vient avec ses défauts, parce que
C'est rendu que tout le monde parle en Haïti, personne n'entend. Il ne s'élève parmi nous personne qui puisse imposer une parole que tout le monde écoute. Le bâtonnier Montferrier d'Orval disait « Il faut que dans chaque communauté, dans chaque pays, dans chaque État, il y ait quelqu'un qui, lorsqu'il parle, tout le monde l'entende. » C'est ça le problème en Haïti. Tout le monde parle, personne n'écoute. Tout le monde parle, personne parmi les dirigeants, personne parmi les universitaires. Ce sont des farceurs aussi, nos universitaires. Il n'y a pas d'université en Haïti. L'université devrait être des centres de production de savoir, comme on le verra tout à l'heure en parlant de Tombouctou au Mali. En Haïti, on a des répétiteurs, on a des centres de répétition de savoirs occidentaux. Donc, ce sont des farceurs, nos universitaires. Il n'y a personne dans ce pays qui dispose d'un panache national et qui fait en sorte que lorsqu'il parle, les autres entendent. Bilan de ces 39 ans, zéro. Zéro comme dans zéro. Et il faut se demander quel avantage le peuple haïtien a-t-il tiré du départ de Duvalier. Je ne suis pas en train de dire que l'époque de Duvalier représente l'âge d'or, pas du tout. Moi, je suis un prématuré de Duvalier parce que François Duvalier a fait arrêter mon père. Il l'a ligoté et ma grand-mère a dû hypothéquer notre maison pour payer de l'argent au commandant des forces armées d'Haïti d'alors du Cap pour libérer mon père. Et donc moi je suis né plusieurs semaines auparavant parce que lorsque ma mère a entendu la nouvelle, elle a rompu les os. Donc je ne peux avoir aucune sympathie pour les Duvalier. Mais j'ai l'intégrité intellectuelle de dire tout ça pour ça. Nous avons chassé Duvalier pour ce qu'on a là. Voyons les amis. Je ne sais pas si on a gagné au change en tout cas. On s'arrête ici, le temps d'un café, le temps d'un chocolat chaud. Offrez-vous quelque chose de chaud, car on aura besoin de toute notre tête pour parler des grands empires africains. Il faut dire d'où nous venons. L'excellence haïtienne part de là. Je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement. www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Alors avant la pause, je vous avais promis, avant de regarder quelques grands empires africains, de grands empires de l'Afrique de l'Ouest, de grands empires de l'Afrique du Centre, de grands empires de l'Afrique australe, car c'est toute l'Afrique qui était prospère, pas seulement l'Égypte. Je vous avais promis de vous glisser un mot, de revenir sur ce que j'avais dit la semaine dernière, ou plutôt de revenir à ce que j'avais dit la semaine dernière, puisque c'est pas vraiment une contradiction, c'est une suite dans mes idées. Et là, je vais citer notre frère Théophile Obenga, qui est un grand égyptologue, qui a publié plusieurs livres sur le degré d'avancement de la civilisation égyptienne et surtout de l'antériorité de la civilisation égyptienne par rapport à la civilisation grecque qui va donner naissance à la civilisation occidentale. Le professeur Obenga est intraitable. Eh bien, la civilisation grecque est fille de la civilisation égyptienne et non le contraire. Et par déduction, si la civilisation grecque est fille de la civilisation égyptienne, et nous savons que la civilisation grecque est mère de la civilisation occidentale, et bien par déduction, la civilisation occidentale est fille de la civilisation égyptienne, rien de moins. Et pour démontrer sa thèse, extraordinaire d'ailleurs, il cite les grands auteurs grecs eux-mêmes dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils rapportent sur l'Égypte. Parce que
ils sont allés en Égypte, ils ont étudié dans les temples égyptiens. Je rappelle que les temples, c'était des grands centres du savoir. On en garde une trace aujourd'hui. Lorsque quelqu'un, avant de vous livrer un secret, avant de vous confier un savoir extraordinaire, vous dit, écoutez, ceci est un secret du temple. Et donc, on garde une trace langagière de cela. Et donc, voici ce que dit le professeur Obenga, ce qu'il rapporte. Il cite texto ce que les Aristote, les Platon, les Isocrate, les Hérodote, donc l'historien, les Homère, n'est-ce pas, disent tous de l'Égypte. Et là, je cite textuellement. Eh bien, ces gens-là, les Aristote, les Platon, les Isocrate, les Hérodote, les Homère disent que l'Égypte, c'est le berceau des mathématiques. D'ailleurs, c'est intéressant, on n'aurait pas pu construire des pyramides si on ne maîtrise pas les mathématiques, la géométrie. Donc, ils poursuivent, ces gens-là, en disant que l'Égypte, c'est le berceau des mathématiques, le berceau des jeux de société, le berceau de l'astronomie, le berceau de la géométrie, le berceau de l'écriture. Hein, on nous a longtemps fait croire que les nègres, les noirs ne savaient ni lire ni écrire. D'ailleurs, on nous bassine ceci en parlant de nos ancêtres à nous, nos Toussaint Louverture, les Christophe Henry, les Jean-Jacques Dessalines. On les présente littéralement comme sachant à peine signer leur nom, ou alors s'ils savent lire et écrire, c'est parce qu'ils ont appris l'écriture à l'école des Blancs, alors que c'est le contraire. C'est les Blancs qui ont appris l'écriture à notre école. Et donc, l'Égypte est le berceau des mathématiques, des jeux de société, de l'astronomie, de la géométrie, de l'écriture, du calendrier astronomique. Hein. On fait un grand cas des calendriers mayas au Mexique, des calendriers des Aztèques, mais ce qu'on découvre, et encore une fois, le professeur Théophile Obenga en fait la démonstration incontestable, c'est que même les calendriers mayas, même les calendriers aztèques sont des copies des calendriers égyptiens. Donc, l'Égypte, c'est le berceau non seulement du calendrier astronomique, du calendrier de la médecine, mais également du calendrier de la religion, de la magie, de la philosophie et de l'architecture monumentale. Et je sais qu'étant donné les déformations que nous avons subies de l'école occidentale, quand je dis le mot magie, ça vous fait peur. Mais la magie, c'est une science. C'est la science de l'au-delà. La magie, c'est la science de l'invisible. Et j'aime à dire que ce qu'on appelle pompeusement le siècle des Lumières avec son positivisme. Vous vous souvenez d'Auguste Comte, maintenant plus de religion, plus de magie, on veut de la science, c'est de la foutaise que tout cela. Mais la magie, c'est une forme de science. C'est la science de l'invisible. Et je ne serai pas le premier à vous dire que la physique quantique relève beaucoup de la magie. En sorte que, déjà en Égypte, on pratiquait la physique quantique qu'on va plutôt découvrir au XXe siècle, que l'occidental va découvrir au XXe siècle. Dans le vaudou, on pratique déjà, et depuis toujours, la physique quantique. En sorte que, quand on dit magie, c'est la science de l'invisible, c'est la science de l'au-delà. Et donc, l'Égypte, c'est le berceau de la magie, c'est le berceau de la philosophie, c'est le berceau de l'architecture monumentale. Et le professeur Théophile Obenga cite, dans leurs propres mots, les Aristote, les Platon, les Hérodote, les Homère. C'est des gens qui ont passé au minimum une vingtaine d'années en Égypte, parce que l'Égypte, c'était le berceau de tout. L'Égypte, c'était le centre de tout. Maintenant, comment expliquer le déclin de la civilisation égyptienne? Vous allez voir une constante dans le déclin de nos civilisations africaines. À chaque fois, je vais vous présenter le même schéma, le même paradigme.
Lorsque l'occidental a entendu parler, entendons par occidental les leucodermes, même si techniquement par occident on entend les divers États, les divers pays qui sont créés lors de l'effondrement de l'Empire romain au 4e, 5e siècle. C'est techniquement ce qu'on appelle l'occidental. Mais quand on dit l'occidental, je parle du leucoderme, le blanc. Bon. Alors, vous dites, mais oui, mais pour une civilisation aussi avancée, comment s'est-elle effondrée? Comment expliquer son déclin simple? L'occidental suit toujours le même schéma dans sa violence. L'occidental vient et te propose la coopération. Hein? On l'a vu, tous les grands savants grecs, tous les grands savants occidentaux sont allés à l'école des prêtres égyptiens. Ils y vont avec des lettres de référence. Hein? N'allez pas en Égypte qui veut, n'entrez pas dans un temple égyptien qui veut. Il fallait avoir une lettre de référence, il fallait avoir une lettre de recommandation, littéralement. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Et il commence par proposer de coopérer, d'apprendre de nous. C'est la première étape. Hein? Christophe Colomb, qui cherchait l'Inde, hein? Vous notez ça, c'est aussi un bel exemple. Il faut ajouter que l'Égypte, c'est aussi le berceau de la navigation. Nous sommes les premiers, nous les Africains, à faire le tour du monde et à découvrir que la Terre était ronde. Donc, il ne faut pas accorder crédit aux Occidentaux qui se font passer pour les maîtres de la navigation, ou bien pour les Anglais qui, à un moment donné, se sont appelés, n'est-ce pas, les rois des mers. L'Angleterre s'est appelée, à un certain moment donné, la reine des mers. Ça, c'est de la vantardise, c'est faux. La preuve, c'est que Christophe Colomb, que les Européens ont financé, Christophe Colomb, dont les Européens ont financé le voyage, il voulait se rendre où? Vous l'avez bien dit, en Asie. Christophe Colomb voulait se rendre en Inde. Où s'est-il retrouvé? En Afrique. Si vous prenez une carte du monde,
quelqu'un qui a voulu se rendre en Asie et qui, malgré toute sa science, entre guillemets, se retrouve en Amérique, si c'est cette personne-là qui vous invite à suivre un cours de navigation ou bien de géographie, je suis sûr que si vous êtes sérieux, vous n'irez pas. C'est un crétin. C'est littéralement un con. Vous cherchez à vous rendre en Inde, donc en Asie, et malgré toutes vos sciences, vous vous targuez de maîtriser la navigation, vous vous retrouvez en Amérique, et c'est pour cela que les Occidentaux appellent les habitants des Amériques des Indiens. Au Canada, on appelle encore, hélas, les autochtones des Amérindiens, des Indiens de l'Amérique. Donc, c'est une bêtise scientifique. Et même nous qui avons grandi, n'est-ce pas, en Haïti, eh bien, dans nos manuels de géographie, qu'est-ce qu'on nous a appris? On nous a appris que lorsque Christophe Colomb est arrivé en Amérique, eh bien, les premiers habitants étaient des Indiens aux peaux rouges. Mais ce n'est pas des Indiens du tout. C'est des Taïnos, c'est des Arawaks, c'est des Caraïbes. Donc, on s'entend, pour quelqu'un qui se dit roi et maître de la navigation, c'est un crétin. Vouloir se rendre en Asie et se retrouver en Amérique, ça a un nom. Ça s'appelle de l'ignorance. Et tout ceci pour vous dire, Christophe Colomb, mais c'était la crème des navigateurs, puisque, n'est-ce pas, la reine d'Espagne, donc les grands de l'Occident ont financé son voyage. Il voulait se rendre en Inde. Et où s'est-il retrouvé? En Amérique. Alors que nous, nos ancêtres, ont fait le tour du monde partout. Et si vous voulez avoir des preuves de cela, vous avez des copies des pyramides égyptiennes partout à travers le monde, partout. En Europe, ce qui prouve qu'ils se sont rendus en Europe. D'ailleurs, ce qu'on appelle les tailleurs de pierre, les maçons qui ont construit des cathédrales, mais ils ont copié littéralement cela de nous. Parce que nous sommes allés chez eux et nous leur avons appris les rudiments de l'architecture. On retrouve des traces des Égyptiens en Asie. Il y a même des pharaons qui se sont rendus, n'est-ce pas, en Australie et qui ont signé leur présence. On retrouve, n'est-ce pas, des traces de la présence des Égyptiens, mais en Amérique, au Mexique. Les Olmecs dont je vous ai parlé, vous avez déjà vu une tête d'Olmec, mais elle me ressemble. De grosses lèvres, n'est-ce pas, le nez écrasé. Mais on va dire, ah mais vous savez, on n'est pas sûr, mais c'est peut-être des extraterrestres. Foutaise. Nous avons fait le tour du monde. C'est que nous avons développé bien longtemps avant les autres le savoir, la technique, la science de la navigation. Donc il fallait revenir à l'Égypte. Et donc vous dites, mais comment expliquer le déclin d'une civilisation aussi avancée? Je vous présente le paradigme. Et vous allez voir, à chaque fois que je vais vous parler d'un empire africain, cet empire-là va s'effondrer toujours de la même manière, toujours pour les mêmes raisons. C'est pas compliqué. Voici le schéma que l'occidental suit à chaque fois pour détruire nos civilisations. Premier point de ce schéma ou de ce paradigme, il vient sous forme de coopération. Il vient apprendre chez nous. On le voit en Égypte. Tous les grands occidentaux sont allés chez nous. D'ailleurs, dans la Bible, le Nouveau Testament, qui pour moi est un tissu de légende, on nous dit que même le Christ s'est rendu en Égypte. Et comment? Si tant est qu'il y ait eu un Jésus historique et que ce Jésus-là fut à la recherche de sagesse, il n'avait pas le choix que de se rendre en Égypte, que de se rendre dans les temples, pour rencontrer, n'est-ce pas, les véritables détenteurs de savoir mystique, détenteurs de savoir magique, n'est-ce pas, au sens de science de l'invisible et de l'au-delà. Donc revenons au schéma. Donc l'occidental vient, il dit, moi je suis là pour apprendre, donc coopération. Et sous prétexte de coopération, c'est très important parce qu'on va le découvrir, et c'est l'empereur éthiopien qui va le découvrir. L'empire du Congo va y goûter, n'est-ce pas, à ses dépens. Eh bien, sous couvert de coopération, l'occidental espionne. Il va noter tes ressources, il va noter
tes points forts et surtout tes vulnérabilités, de combien de personnes tu disposes dans ton armée, où se trouvent tes forts, de quel type d'armes tu te sers. Et là, ces gens qui viennent apprendre chez nous, ils refilent ces informations-là à leurs dirigeants, à leurs militaires, et eux, qui sont beaucoup plus violents que nous devons leur reconnaître cela, et ce n'est pas un compliment que je le fais, la violence, c'est jamais une vertu. Eux qui sont plus rusés que nous, vous notez que la civilisation occidentale, c'est une civilisation qui est bâtie sur la ruse, c'est une civilisation qui est bâtie sur la violence, c'est une civilisation qui est bâtie sur l'exploitation. Eh bien, ces gens qui sont venus d'abord pour apprendre, donc coopération, échange culturel, notes, espionnent, ils vont refiler ces informations-là à leurs dirigeants, et leurs dirigeants qui sont beaucoup plus violents, qui sont beaucoup plus rusés que nous, et qui sont beaucoup plus avancés en armes de guerre, nous tombent dessus par surprise et ils utilisent le fusil. Le fusil, n'est-ce pas, va être un instrument déterminant pour la victoire des Occidentaux sur nos ancêtres. Nous, on se battait encore à l'épée, on se battait encore à l'arc, on se battait encore au corps par corps, au corps à corps. Et imaginez ces Occidentaux qui ont une culture de violence. Hein? Parce qu'ils sont pauvres, leur continent n'a pas de ressources. Ils commencent par envoyer chez nous des gens qui viennent sous prétexte de coopération, qui espionnent, qui identifient nos ressources, qui identifient surtout où elles se trouvent, ces ressources-là. Ils identifient nos points faibles, et après, leur armée débarque. Et vous notez la coopération de ces 3 M toujours. Le premier M, c'est merchant. On vient pour échanger. Hein? Acheter de vous, et vous achetez de nous. Très bien. Et dans ces échanges-là, c'est des espions. Et on l'a vu ça en Haïti. L'un des premiers diplomates français que la France de Charles X a envoyé en Haïti justement après la proclamation de notre indépendance, c'est Gaspard Théodore Molien dont je vous ai parlé et qui a beaucoup écrit sur Haïti, qui décrit avec une précision chirurgicale la culture haïtienne, le tempérament haïtien, le tempérament des mulâtres, le tempérament des dirigeants haïtiens. Je suis en train de travailler à la fois sur Dessalines et sur Christophe. Molien dit des choses précieuses sur Christophe. Parce qu'il prend le temps d'observer, d'espionner. Il a une couverture officielle de consul, mais c'est des espions, ça. Donc, voyez-vous, l'occidental vient d'abord sous forme d'échange, le merchant, qui espionne, et il nous envoie toujours sous forme d'échange, mais c'est religieux, les missionnaires, donc le deuxième M, mais tout ceci, c'est un piège. Et enfin, après avoir identifié nos faiblesses, identifié où se trouvent nos ressources, ils nous envoient leur troisième M, les militaires. En sorte que dans la rencontre de l'Occident avec l'Afrique, c'est toujours ces 3 M, merchant, missionary and military. Donc les commerçants qui font de l'échange, soi-disant, les missionnaires qui viennent apprendre nos vérités spirituelles. Quoique pendant la colonisation, ils soient venus nous apprendre Dieu, enfin leur Jésus machin, et enfin les militaires qui viennent, qui nous lancent leurs filets et qui nous braquent leurs fusils, et là, nos empires s'effondrent. Donc, retenez bien ce paradigme, car pour les autres empires africains dont je vais vous parler, qui sont très avancés, leur effondrement va s'expliquer toujours de la même manière. Alors, laissez-moi vous parler maintenant de l'empire du Ghana. Hein? Aujourd'hui, quand on parle du Ghana, à peu près personne ne sait qu'entre le 7e et le 17e siècle, donc bref, le Moyen-Âge africain, le Ghana était un empire extrêmement avancé. On appelait le Ghana, entre autres, l'empire de l'or. Non seulement
c'est une économie qui est basée sur l'agriculture. On disait des agriculteurs de l'Empire du Ghana que c'était des agriculteurs très habiles. Ils étaient très avancés dans des techniques de l'agriculture. Le pays était prospère. On y mangeait à sa faim. On y développait aussi la métallurgie puisqu'on y travaillait l'or et le fer. Voyez-vous, l'occidental fait croire que lorsque Christophe Colomb est arrivé en Amérique après s'être perdu en tentant se rendre en Inde, eh bien, les premiers habitants qu'il rencontre là, qu'il appelle improprement les Indiens, donc les Taïnos, les Arawaks, eh bien, ils roulaient sur l'or, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, ils n'avaient aucune idée, c'est ce que les Occidentaux nous racontent, de la métallurgie. Mais non, faux. En Afrique, on était déjà très avancé en matière de l'art de travailler le fer, en matière de technique pour travailler l'or. Et le Ghana va avoir des échanges commerciaux avec tous les pays littéralement de l'Afrique. Ils sont montés, n'est-ce pas, partout. L'Empire du Ghana a eu même des échanges avec les pays de la Méditerranée. Ça, c'est très important, ça. Des pays comme le Portugal. Et nous retenez le nom du Portugal parce que c'est le pays par lequel le scandale va arriver. C'est le pays par lequel le mal va arriver. Donc, le Ghana va entretenir des échanges commerciaux avec des pays de la Méditerranée. On parle de la Grèce, on parle du Portugal, on parle de l'Espagne. Il y avait ce va-et-vient entre les nôtres et les leucodermes parce que nous étions de bonne foi, parce que nous sommes des gens hospitaliers, parce que nous sommes des gens dont la culture ne repose pas sur la violence, mais dont la culture repose sur l'interdépendance, parce que nous sommes convaincus, en tant que peuple originaire, nous sommes les peuples de l'origine, puisque les premiers humains sont apparus justement en Afrique, au Kenya, pour être plus précis. Eh bien, nous croyons en une humanité commune. Et donc, la couleur de peau pour nous ne nous rend pas supérieurs ni ne nous rend inférieurs. Pour nous, c'est tout simplement les effets du climat. Mais les leucodermes, eux, qui arrivent d'un continent pauvre, l'Europe c'est un continent sans ressources minières, et qui, au nom de ces fameux échanges, découvrent, n'est-ce pas, un empire qui roule littéralement sur l'or, va noter encore une fois les ressources, va noter les points forts, va noter les points faibles, va espionner, va transmettre ces informations à leurs militaires à eux qui nous tombent dessus, qui nous braquent leurs fusils et bang, après plus de 1000 ans, enfin du 7e au 17e siècle, c'est quand même 1000 ans de stabilité. 1000 ans de prospérité. Et si vous voulez mesurer la stabilité du continent africain, vous regardez, il y a des langues qui sont restées les mêmes pendant 1000 ans. C'est un signe extraordinaire de stabilité. C'est un signe extraordinaire qu'il n'y a pas eu de bouleversement, qu'il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de chamboulement culturel. C'est la même culture, ce sont les mêmes locuteurs qui ont toujours parlé les mêmes langues. Tandis qu'au contraire, si vous étudiez le grec, que je connais bien, le grec koiné, le grec populaire ou le grec classique que je connais bien, vous y trouverez dans le grec classique de Platon, de Socrate, plein de mots égyptiens, plein de mots coptes. Selon vous, pourquoi? Parce que les Aristotes, les Platon, les Socrates, les Homères, les Hérodotes qui se sont rendus en Égypte, ils ont été exposés à un tel degré d'avancement au niveau de la science que les mots égyptiens, ils ne pouvaient pas les traduire, n'est-ce pas, dans leur langue à eux. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont translittéré. Ils ont pris le mot égyptien et ils ont seulement traduit, ils ont seulement transmis ce son égyptien avec des mots grecs. C'est comme quand vous entendez des Arabes parler, de temps en temps, ils vont prendre un mot français tel quel, parce que ce mot-là ne peut pas se rendre tout de suite dans la langue arabe. Pas parce que la langue arabe est pauvre, mais c'est parce que le locuteur, il pense au mot fax. Exemple.
Quand je parle français, je ne prends pas le temps de me rappeler que le mot fax, en bon français, c'est télécopieur. C'est long. Si j'ai faim, je n'ai pas le temps. Si j'ai soif, je n'ai pas le temps de dire télécopieur. Mais c'est plus simple pour moi de dire faxer. Mais je vais te le faxer. Eh bien, lorsque les Socrates, les Aristotes, les Hérodotes, les Pythagore se sont rendus en Égypte, ils ont été exposés à un tel degré d'avancement de science que leur propre langue, le grec, a tout simplement pris le son égyptien et l'a mis avec des mots grecs, que je connais encore une fois. Mais sur les 1000 ans de prospérité africaine, on retrouve les mêmes langues. Ce qui prouve qu'il n'y a pas eu de bouleversement. Ce qui prouve que, contrairement à ce que nous racontent les Occidentaux, il n'y a pas eu de guerre entre les empires africains qui vont faire en sorte que tel empire va renverser tel autre et va réduire en esclavage tel autre. Non, ça, c'est des réalités occidentales. Entrer chez des gens, voler ce qu'ils ont, les tuer, réduire les enfants en esclavage, effacer leur histoire et dire qu'ils sont les premiers à faire ceci ou cela. Donc dans l'empire du Ghana, du 7e au 17e siècle, on a une prospérité économique, on a une stabilité langagière, on a une stabilité linguistique, on a une stabilité culturelle et on a un commerce si prospère qu'on envoie ses produits partout en Afrique. On monte jusqu'en Afrique du Nord, on fait des échanges avec les pays de la Méditerranée et les pays de la Méditerranée viennent chez nous, encore une fois sous prétexte de la coopération, échanger, acheter, ils espionnent avant de transmettre ces informations-là à leurs militaires qui vont nous tomber dessus et grâce à leurs fusils vont nous écraser. Au fait, si aujourd'hui l'Occident domine, c'est parce que, je vous le répète, il a une culture de violence, il a une culture de guerre beaucoup plus avancée, une culture de guerre, n'est-ce pas, plusieurs fois millénaire, alors que notre culture est une culture d'Ubuntu, une culture de collaboration, alors que eux, c'est une culture de « ôte-toi que je m'y mette », « efface-toi que je m'y mette ». Et puisque nous ne nous étions pas habitués à cela, nous n'avions pas des armes aussi avancées que les leurs, le fusil, ils ont eu le dessus sur nous. On vient de vous parler de l'Empire du Ghana et je vais dire quelques mots aussi de l'Empire du Mali dont j'ai déjà parlé. L'Empire du Mali, sinon que pour vous rappeler que l'Empire du Mali était à ce point avancé, c'est très intéressant, que tous les peuples européens venaient chez les Maliens. Et je vous ai dit que la ville de Tombouctou était une véritable ville universitaire. Le mot n'est pas trop fort puisque le concept de l'université est créé justement au Moyen-Âge. Eh bien, Tombouctou, c'est une ville universitaire qu'on appelait justement le Paris du Moyen-Âge. Parce que tout le monde y venait et je vous ai dit qu'on a retracé pas moins de 2500 Européens qui y sont allés pour s'exposer au savoir malien. Savoir malien en matière d'architecture, savoir malien en matière de philosophie, savoir malien en matière d'astronomie, c'est très important ça. C'est l'équivalent, n'est-ce pas, de l'astrophysique aujourd'hui quand on parle de l'astronomie. Savoir, n'est-ce pas, dessiner la carte du ciel pour savoir où se trouve telle constellation, pour savoir où se trouve, n'est-ce pas, telle étoile. Mais c'est extraordinaire tout cela. Et ce qu'on découvre, c'est que les gens arrivaient du Portugal, ils arrivaient de l'Espagne, ils arrivaient de l'Italie, ils arrivaient de la Grèce pour se rendre au Mali. Empire prospère là encore pendant 1000 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Le même schéma. On a accepté de coopérer avec eux, on a accepté de leur vendre notre or, on a accepté de leur vendre, n'est-ce pas, nos moissons. On y cultivait au Mali le manioc, le riz, le blé, à peu près tout. Et une fois que ces gens-là avec qui on faisait commerce, les fameux merchants, ont pris l'habitude de venir, on a baissé nos gardes, on est hospitalier,
Ils espionnent nos points forts et nos points faibles, ils transmettent les informations et les Portugais viennent, comme toujours, le Congo va y goûter. Hein, c'est comme ça que le mal de l'Afrique va commencer. Ils nous tombent dessus, ils nous lancent leurs filets. On a beau résister, mais vous notez que se battre à l'arc, se battre à l'épée, se battre au corps à corps avec des gens qui peuvent se tenir à une certaine distance et vous tirer dessus, eh bien notre résistance n'a pas duré longtemps. On commence à peine à comprendre l'effondrement de l'Afrique. On s'arrête ici, je vous reviens et je vais faire en vrac quelques autres grands empires parce que quelqu'un m'avait écrit pour dire « Ouais, mais à chaque fois qu'on parle de la grandeur de l'Afrique, on ne parle que de l'Égypte. Est-ce qu'il n'y avait que l'Égypte? » Non, c'est toute l'Afrique qui était prospère. Voilà pourquoi je me donne la peine ce matin de vous mentionner quelques grands empires, à charge pour vous de pousser plus loin votre culture en la matière. On s'arrête ici, je vous retrouve après. C'est promis, à tout à l'heure. Au fait, c'est vraiment en vrac que je vous les présente parce que mon but, c'est de vous parler de l'excellence haïtienne. Au fait, c'est de l'excellence noire que je vous parle en réalité. Voyez-vous, parfois on annonce un sujet et le sujet lui-même nous surprend. La thématique est si prenante, elle est si totalisante, hein, pour parler comme les sociologues. Eh bien, je dois aussi vous parler de l'empire du Songhay ou l'empire du Songhai. S-O-N-G-H-Y. C'est l'équivalent aujourd'hui de la Mauritanie jusqu'au Bénin. Empire très prospère lui aussi. Empire très fort en agriculture. Empire très fort aussi dans le travail des métaux. Et c'est très intéressant, hein? Jacques Chirac avait un faible, semble-t-il, particulier pour les arts africains. Mais je ne sais pas si vous aimez le musée comme moi, mais quand vous allez dans un musée qui vous expose, exemple, l'art africain, on vous présente toujours des œuvres d'art en bois. Jamais ne vous expose-t-on à des œuvres d'art en bronze. Pourquoi? Parce que l'occidental veut vous faire croire que c'est lui qui maîtrise la métallurgie. Jamais ne vous présente-t-il une œuvre d'art africaine qui est taillée dans du marbre, qui est taillée dans de l'onyx. Vous voyez la falsification de l'histoire. Il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus, j'assistais à une exposition d'art africain au Met, le fameux musée métropolitain de New York. Et je me rappelle, j'étais à côté d'un ami, et là on nous montrait des œuvres africaines, etc. On nous montrait le mode de vie des Africains avant l'arrivée des Occidentaux. Et je me rappelle, mon ami de bonne foi m'a dit, « Fils aimé, heureusement que les Occidentaux soient entrés en Afrique, autrement on serait encore comme ça. » Qu'est-ce qu'on montrait? On montrait des Africains à demi nus, comme si on ne connaissait pas. On ne connaissait pas l'industrie du tissu. On nous montrait des Africains qui étaient dans un tel état de nature qu'on pouvait les confondre presque avec des animaux. Et c'est vraiment ça le tissu de mensonge. Est-ce que vous vous souvenez d'un certain Ben Carson? Ben Carson, c'est un brillant chirurgien afro-américain. D'ailleurs, il ne se présentera pas comme afro-américain, il se dira qu'il est un chirurgien noir américain. Il était même secrétaire d'État au logement sur Donald Trump. Mais c'est un chirurgien, mais quel aliéné! Une fois dans un discours, vous savez qu'il était candidat à la présidence avant de donner son appui à Donald Trump, il a dit, écoutez, si les chrétiens occidentaux n'étaient pas venus en Afrique, on serait resté des cannibales, on serait resté des sauvages. Il s'agit d'un chirurgien, l'un des meilleurs chirurgiens aux États-Unis.
Mais d'où lui vient, selon vous, cette aliénation culturelle? Mais de l'école. Parce que quand l'école vous parle de l'Afrique, quand l'école vous parle de l'art africain, d'ailleurs, on ne va jamais vous parler de l'industrie africaine, on ne va jamais vous parler de la science africaine, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Exemple, est-ce qu'on vous dira que le piano à pouce, là, ce qu'on appelle le piano à pouce, qui est l'un des ancêtres du piano qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est une invention du Mali, c'est une invention noire. Donc, quand on vous parle d'art africain, par exemple, je vous le disais, Jacques Chirac rassemblait un certain nombre d'œuvres d'art africains, mais volées par la France pour la plupart. Et vous savez comment on appelait ça? On appelait ça de l'art primitif. Regardez le terme condescendant, de l'art primitif, ce n'est pas de l'art classique. Pourquoi? Parce qu'ils vous cachent, depuis Bonaparte, que mais ce qu'ils ont, eux, comme science, ce qu'ils ont, eux, comme savoir-faire, ce qu'ils ont, eux, comme développement, ils l'ont volé chez nous. Et ensuite, ils ont assassiné nos ancêtres et ont réduit les enfants à l'esclavage, après avoir, en passant, violé les femmes. Donc, je dois vous parler de l'empire du Tchad, techniquement de l'empire du Kanem-Bornou, c'est l'équivalent du Tchad d'aujourd'hui. Mais vous notez que l'Afrique était faite de grands empires. Et contrairement à ce qu'on disait, ce n'étaient pas des empires qui se battaient les uns contre les autres, en sorte que quand le leucoderme, l'occidental, arrivait, lui, il tirait profit tout simplement des guerres intertribales ou foutaise que tout cela. Puisque je vous dis, pendant 1000 ans, le continent, il est stable. On peut mesurer cette stabilité par la stabilité des langues. On peut mesurer cette stabilité par la stabilité des dynasties, par la stabilité des monnaies, ça c'est autre chose. Quand on veut mesurer la stabilité, n'est-ce pas, d'une société, mais on voit, est-ce qu'on a eu cette monnaie-là pendant longtemps? Parce que quand on se fait coloniser, quand on se fait contrôler par un autre pouvoir, la première chose que cet autre pouvoir fait, mais il va imposer une nouvelle monnaie, non. Dans tous les empires que je vous ai présentés, entre autres l'empire du Mali, on avait une monnaie stable, la même pour tout ce vaste empire. Je dois vous parler de l'empire du Zimbabwe, l'empire du Monomotapa. C'est le mot, l'ancêtre de l'empire du Zimbabwe. Nous sommes dans l'Afrique australe. Donc, vous notez que partout en Afrique, on a des sociétés stables, des civilisations avancées qui font commerce les unes avec les autres. Et enfin, l'empire du Congo, l'empire du Bénin, bien sûr. Je dois dire un mot sur l'empire du Bénin, puisque beaucoup de nos ancêtres, entre autres, n'est-ce pas, Toussaint Louverture, viennent de là. Et c'est pour ça que le fond était si parlé dans le nord d'Haïti, et en sorte qu'aujourd'hui encore dans le créole haïtien, on se demande pourquoi on n'appelle pas le créole haïtien tout simplement l'haïtien. En tout cas, je ne suis pas linguiste, je lance l'idée. C'est pour ça que dans le créole haïtien, on retrouve beaucoup de mots fonds, parce que beaucoup de nos ancêtres arrivaient justement de l'empire du Bénin. J'ai étudié avec un fils d'un ministre de la culture du Bénin, et puis une fois, il est venu voir son fils au Canada, et je mangeais avec lui dans un restaurant, et tout à coup, mon cellulaire a sonné, je parlais le créole haïtien. Et le ministre du Bénin était tellement surpris d'entendre exactement les mêmes mots du fond dans lequel il est élevé. Mais pourquoi? Parce que nos ancêtres arrivaient de là. Mais quand on vous parle du Bénin, quand on vous parle du royaume de Dahomey, que disent les Français? Mais c'était des sauvages, des gens qui n'avaient aucune civilisation. Vous notez à quel point ils sont pervers, vous notez à quel point ils ont perverti l'histoire. Et enfin, je dois vous parler de l'Empire du Congo. Écrivez avec K cette fois-ci, parce que l'Empire du Congo, c'est un vaste empire qui couvre, n'est-ce pas, une superficie qui va au-delà de la République du Congo et du RDC actuel. Eh bien, ce Congo était si avancé, l'Empire du Congo était si avancé, c'est pour ça que je veux terminer par cette émission, que les Portugais, les Espagnols avaient
une préférence pour l'Empire du Congo, et les Portugais en particulier. Ils venaient ici ils venaient au Congo pour faire du commerce, ils venaient au Congo soi-disant pour apprendre, ils venaient au Congo soi-disant pour échanger, et ils vont prendre, n'est-ce pas, la population par surprise. Ils vont faire, comme je vous ai dit, espionner le territoire, noter les points forts et les points faibles, et tomber sur la population avec des fusils. Et notez que les Portugais, en 1480, sont les premiers qui vont inventer le concept de colonisation. Qu'est-ce que c'est que la colonisation? La colonisation, c'est justement d'entrer dans un certain pays, de transformer la population de ce pays en captif ou en captive, et de les amener sur un autre territoire pour y travailler pour vous. C'est ça la colonisation. Et ce sont les Portugais, les pervers portugais, qui vont créer ce concept. Et vous savez que les Occidentaux volent en meute, ce sont comme des hyènes. Les hyènes chassent en meute, ils tuent en meute. Les Occidentaux sont pareils. Si l'un d'entre eux fait quelque chose qui marche, ils vont oublier toutes les notions chrétiennes, d'éthique, toutes les notions morales, ils vont recopier. Donc, puisque les Portugais, en 1480, sont arrivés après plusieurs années d'échanges, n'est-ce pas, au Congo. Ils sont arrivés, ils ont décidé qu'ils n'en avaient plus d'être exposés à ces civilisations-là, qu'ils n'en avaient plus de savoir où se trouvent ces ressources, l'or, entre autres, n'est-ce pas? Ils ont dit non, c'est fini, on va leur sauter dessus, on va les prendre par surprise, on va les enchaîner, on va en faire des captifs et on va les amener planter de la canne partout en Amérique, au Portugal eux-mêmes, au Brésil, etc. Et c'est ainsi donc que le mal de la déportation de nos ancêtres va commencer, lorsque les Français, lorsque les Anglais, lorsque les Hollandais, lorsque les Allemands ont vu que l'entreprise portugaise marchait, que ça rapportait beaucoup de fric, que ça rapportait beaucoup, que de lancer des filets sur des populations, que de les prendre par surprise, en tuer quelques-uns, n'est-ce pas, pour les amener planter de la canne ailleurs, eh bien, tous les peuples européens vont imiter la violence originaire du Portugal qui consistait à prendre nos ancêtres d'assaut, à les rendre captifs et à les amener dans des bateaux conçus à cet effet, les fameux négriers. Quand je vous disais il y a 3 émissions que toute la science occidentale s'explique par la violence. Ils vont raffiner leur savoir en navigation, savoir comment se rendre en Afrique, savoir comment s'y rendre en 90 jours, et de l'Afrique, savoir comment retourner en Amérique, parce qu'ils auront découvert avec les Portugais que ces gens-là sont doux, ils sont hospitaliers, ils sont immensément riches. On va les déporter de chez eux et on va les obliger à travailler pour nous ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam, c'est le mot qu'il faut retenir, puisque l'Église va bénir cette entreprise dès 1450. La bulle papale, dès 1450. On va bénir l'entreprise de l'esclavage. Pour quelle raison? Parce que nos ancêtres, les Africains, ne sont pas des chrétiens. Et l'Église disait, puisqu'ils ne sont pas chrétiens, on peut les réduire en esclavage, ainsi que les Sarrasins, c'est-à-dire, entendons, les Arabes, les musulmans, à perpétuité, car la Bible nous autorise à prendre tout ce qui n'appartient pas aux chrétiens. Voilà, les amis, vous avez une belle idée d'où nous venons. Nous étions un continent prospère, un continent riche, un continent bien organisé, un continent stable. Mais les Occidentaux qui sont plus rusés que nous, les Occidentaux qui sont plus violents que nous, parce qu'ils ont développé une véritable industrie de la guerre, en particulier grâce aux fusils, ils vont prendre le pas sur nous, ils vont nous prendre par surprise, ils vont profiter de notre hospitalité pour
marqué sur nous leur oppression. Et vous notez, c'est quelque chose qui n'a jamais changé ça. L'occidental, quand il a besoin de vous, il vous propose des échanges culturels, des échanges de toutes sortes. Une fois qu'il n'a plus besoin de vous, il vous renvoie de chez lui. Dernier exemple. Pendant la pandémie, la fameuse pandémie COVID-19, le Québec n'aurait pas pu éviter un carnage. N'était l'apport des Haïtiens et des Haïtiennes dans le secteur de la santé. Ça, c'est démontré, ça. Je reprends. Le Québec n'aurait pas pu éviter un carnage pendant la pandémie, n'était l'apport des Haïtiens et des Haïtiennes dans le secteur de la santé. Pour quelle raison? Vous ne le savez peut-être pas. Le Québec, c'est une société vieillissante. Bientôt, il y aura plus de personnes à la retraite que de personnes qui travaillent au Québec. Donc, vous imaginez, quand on vieillit, n'est-ce pas, on devient plus vulnérable à la pandémie et le Québec n'aurait pas pu éviter un carnage sans nous. C'est à ce point vrai, écoutez bien, que François Legault, alors Premier ministre, toujours Premier ministre, appelait les Haïtiens et les Haïtiennes qui travaillaient dans le secteur de la santé les anges gardiens du Québec. Il a même conçu un programme d'immigration qu'il appelle programme d'anges gardiens pour nous donner la résidence permanente parce qu'il avait besoin de nous. Un an après la pandémie, des études plus ou moins solides prouvent qu'il n'y a pas assez de logements partout à travers le Canada, mais là, c'est encore moins solide. Ils ont dit, ces gens-là qui ont fait ces études-là, s'il n'y a pas de logement au Québec, c'est parce qu'il y a trop d'immigrants. Le même Legault, qui considérait les immigrants, les étudiants, qui arrivaient, qui n'avaient pas encore de papier, mais qui les appelait des anges gardiens parce que ceux-là acceptaient de travailler avec les personnes âgées comme préposés aux bénéficiaires. Le même Legault qui les appelait des anges gardiens, il a demandé au gouvernement de Justin Trudeau de les chasser. Il ne veut plus recevoir ces gens-là au Québec. Il faut les envoyer ailleurs. Et il avait même proposé, vous savez, Donald Trump propose de construire des camps pour y mettre, n'est-ce pas, des immigrants. Mais avant Donald Trump, il y a un François Legault qui avait proposé la même chose. De construire des camps spéciaux pour les mettre parce qu'on n'a plus de place, on n'en veut pas. Vous voyez le réflexe du leucoderme? Quand il a besoin de vous, vous êtes un ange gardien. Quand il n'a plus besoin de vous, il n'y a plus de place dans des écoles, il n'y a plus de place, il n'y a plus de logement, on n'en veut plus, il faut les déporter. Ça, c'est ce qu'on appelle un atavisme en sociologie. Le leucoderme, lorsqu'il était exposé à la civilisation, à la prospérité africaine, il voulait des échanges, il voulait faire du commerce. À un moment donné, non, c'est trop pour lui. Il ne veut plus faire du commerce, il veut tout prendre. C'est ça le problème de l'occidental. Il aime vos choses, mais il refuse de payer pour. Si vous allez au Louvre, la plupart des œuvres africaines n'ont pas été données par des États africains. Ces œuvres-là ont été volées par l'État français pendant la colonisation. L'occidental, le leucoderme, aime vos choses, mais il refuse de payer. Allez demander à un Américain, est-ce qu'il sait que les Haïtiens ont aidé l'Américain à avoir son indépendance, mais il n'en sait rien. L'école ne lui enseigne pas cela. Qu'est-ce que l'Haïtien pour l'Américain? Un mangeur de chat, un mangeur de chien, c'est ce que Trump dit. Mais il ne vous dira jamais, parce qu'il ne le sait pas, il ne l'a pas appris à l'école, que nous l'avons aidé, l'Américain, à se battre contre les Anglais pour son indépendance. Allez demander à un Américain, est-ce qu'il sait que le département d'État décide que le pétrole haïtien et toutes les ressources dont le sous-sol haïtien regorge, le département d'État américain décide que toutes ces ressources-là seraient des réserves stratégiques des États-Unis. Nous sommes un pays souverain, les Américains, l'État américain décide que nos ressources sont des réserves stratégiques. Alors vous comprenez pourquoi le pays est assuré, le pays il est charcuté. Une partie est contrôlée par Barbecue, une autre par ISO. Mais pourquoi? Parce que
On veut garder le pays instable pour qu'en temps et lieu, on puisse mettre la main sur nos ressources qui sont censées être leurs ressources stratégiques. Le Lecoderme n'a pas changé dans sa philosophie. Il n'a pas changé dans sa civilisation. Sa civilisation en est une de violence, de rapine, une civilisation fondée sur la ruse. Et nous, hélas, nous sommes demeurés, malgré les leçons de l'histoire, des peuples doux, des peuples conviviaux, des peuples hospitaliers, et à chaque fois, on se fait manger la laine sur le dos. J'espère vous avoir été utile. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission dans cette série Excellence haïtienne. L'haïtien n'étant pas une génération spontanée, il vient de très grands empires. Nous devons prendre le temps de connaître l'histoire du continent mère. À la semaine prochaine, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti, vive le peuple haïtien, vive le grand peuple noir. Au revoir.